Petite piqûre de rappel, donc, qu'est-ce que c'est que la médiation? La médiation, c'est un mode de règlement amiable d'un litige avec un tiers appelé médiateur professionnel. Alors, nous allons plancher surtout sur la médiation professionnelle dont vous parlez, procédure judiciaire, procédure exclusivement à l'amiable, qui se passe en dehors du juge. Est-ce qu'on peut avoir la particularité, aller un peu plus en profondeur de ce que vous êtes en train de nous dire à l'instant? Oui, la particularité de la médiation professionnelle, c'est que c'est d'abord une discipline à part entière qui se concentre sur les relations humaines. Elle se passe en dehors du juge, mais peut se passer devant le juge qui renvoie les parties en médiation. Mais c'est essentiellement un mode amiable. Donc c'est différent de la voie judiciaire qui est un mode contentieux. Alors, la dernière fois, nous évoquions le fait que ces parties en conflit règlent à part égale les frais de médiation. On prend un cas typique, si l'une des parties n'est pas solvable ou refuse de payer sa part, quel est le recours que l'autre utilise pour l'y contraindre? C'est ce qui fait le charme de la médiation professionnelle. Elle est souple et la loi a prévu que lorsque une des parties ne peut pas payer, l'autre pourrait proposer de payer pour l'autre partie, voyez-vous. Et quand bien même cette partie ne pourrait pas payer la totalité aussi, elle pourrait proposer de payer une partie et la deuxième partie paierait la contrepartie. C'est vraiment souple. Oui. C'est vraiment souple. C'est vraiment souple, mais de manière plus simple. Si on n'a vraiment pas de moyens, on signifie qu'on n'a pas de moyens. Oui, l'autre partie qui a intérêt à ce que le litige soit réglé pourrait proposer de payer la totalité. D'accord. Mais alors, la part revient à chaque partie. À chaque partie. Voilà. D'accord. On a un dénominateur qui est très important, à savoir professionnel. C'est dire que c'est dans le monde professionnel qu'intervient cette médiation-là, exclusivement ou dans d'autres domaines? Non, c'est dans tous les domaines. Je vous l'ai dit lors de la première émission que la médiation professionnelle couvre presque tous les domaines, le domaine sociétal, le domaine social, le domaine civil, maritime. J'ai même donné des exemples. Déclinons donc on va dire son action dans le domaine professionnel. Oui, dans le domaine professionnel, vous voulez dire social, entre un employeur et un employé. Tout à fait. Oui, un conflit peut naître en effet entre un employeur et un employé et les deux peuvent décider, plutôt que d'aller devant une juridiction étatique, de venir devant un médiateur que ces deux parties auraient choisi librement. Et c'est ce médiateur-là qui accompagnera les deux parties. Maître, nous voulons plutôt rentrer dans, on va dire, dans l'usage même. Quand vous êtes en face de deux parties pour une médiation professionnelle, quelles sont les phases et quels sont généralement ce qu'on entend dire et au final, le consensus qui est trouvé aboutit à quoi? Bon, effectivement, c'est un processus. Ça veut dire que ça se passe étape par étape. Voilà. Il y a plusieurs étapes. La première étape consiste à rencontrer les parties, à avoir leur accord pour aller à la médiation, parce qu'il faut que les parties acceptent. L'autre étape, c'est de choisir un médiateur d'un commun accord, parce que dans ce médiateur, les parties placent leur confiance. Ensuite, on arrive au stade de la médiation proprement dite, autour d'une table comme celle-ci, les parties s'asseyent, le médiateur explique les principes et règles de la médiation, les parties les acceptent et enfin, le médiateur va leur demander d'exposer l'historique, l'histoire de leur affaire. C'est ça aussi qui fait la spécificité de la médiation. Le médiateur se penche sur l'histoire des parties, leur passé, avant de venir au présent et avec les parties envisager le futur pour trouver des solutions mutuellement satisfaisantes. Et ça se conclut par un accord fructueux ou bien, s'il n'y a pas d'accord, par un échec de la médiation. De la médiation. Alors, dans ce processus, il peut y avoir un blocage, oui, dans la mesure où les deux parties ne s'entendent pas sur le médiateur. Tout à fait. Voilà. On a recours à quoi? Et puis, est-ce qu'on peut choisir un ou deux médiateurs, un ou plusieurs médiateurs? Oui, pour le choix du médiateur, il peut arriver que les parties ne s'entendent pas. Il y a des mécanismes. C'est pourquoi le médiateur, il est outillé il a des outils pour mettre les parties d'accord. Il va essayer ces différents mécanismes-là. Et si ça ne parvient pas à réunir l'accord des parties, alors la médiation ne peut pas avoir lieu parce que
une partie ne peut pas choisir un médiateur et l'autre. Il faut que ce soit les deux qui choisissent le ou les médiateurs. Comme vous l'avez dit, il peut y avoir 2, 3, 4 médiateurs selon la complexité de l'affaire, selon l'expérience du médiateur, selon la nature de l'affaire, qui peut être une nature hautement technique, qui requiert, par exemple, tel profil de médiateur. D'accord. Alors, Maître, dites-nous, lorsque nous optons pour la médiation et qu'on n'a peut-être pas forcément un consensus sur le choix du médiateur, est-ce que dans la procédure, on peut faire intervenir des avocats ou en aucun cas des avocats s'invitent à la médiation? Les avocats ont absolument leur place dans ce processus. Les avocats accompagnent leurs clients à la médiation, mais la spécificité de la médiation, c'est que la parole est donnée prioritairement aux parties. Parce que ce sont des parties qui ont des besoins, ce sont des parties qui ont vécu une histoire, ce sont des parties qui veulent la raconter, qui veulent faire émerger leurs émotions, faire connaître leurs besoins et intérêts. Donc, dans ce cadre-là, l'avocat est là pour conseiller, pour vérifier que son client comprend bien la médiation. Les avocats sont les bienvenus, absolument, parce que quand viendra la phase de conclure le contrat et de l'écrire, ce sont les avocats qui font ce travail-là. Donc, voyez-vous, les avocats ont une place. À vous entendre, on pourrait ressortir un mot « patience ». Ouais, donc, il faut avoir de la patience. On sait qu'il n'y a peut-être pas une durée prédéfinie pour la durée d'une médiation, mais est-ce que quand même on peut dire qu'une médiation doit durer 1, 2, 3, 4 semaines? Est-ce qu'on peut se permettre cela? Oui, on peut. Par expérience, une médiation pourrait durer... Pour ne pas exagérer, pour ne pas durer sur l'affaire. Voilà, ça peut aller d'une séance qui dure 2h30, on en vient à conclure des accords en 2h30, jusqu'à 6 mois maximum. C'est ce que la loi même prévoit, 6 mois. Et dans la mesure où on arrive à dépasser ce délai? Oui, mais pas de problème. C'est la volonté des parties qui prime en médiation. Si les parties veulent aller au-delà de 6 mois, parce qu'elles veulent se donner du temps pour réfléchir, un temps pour aller voir leurs avocats, un temps pour se reposer, pas de problème. La médiation va se prolonger pourvu que les parties elles-mêmes soient d'accord. Alors, Maître, pour en revenir sur l'aspect que j'évoquais tantôt, vous nous avez bien expliqué que les avocats peuvent être présents lors de la médiation. La médiation aussi se fonde sur certaines valeurs, à savoir la bonne foi. Oui. Dans ce cas-là, quand les avocats sont là ou aux sorties de la médiation, quand ça a échoué, est-ce que les avocats, avec des formules qu'on a tendance à entendre, peuvent utiliser ce qui a été dit ici contre l'autre partie et ça et là? Comment ça se passe? Absolument pas. Je vous ai dit lors de mon premier passage ici qu'une autre spécificité de la médiation, c'est la confidentialité. Tout le monde baigne dans cette confidentialité. Mais les avocats sont présents, du coup, ils sont présents. Défendent leurs clients. Oui, ils défendent, mais sans utiliser les preuves ou les pièces ou les informations ou échanges qui ont été développés ou produits pendant la médiation. Ça ne biaise pas finalement après les procédures judiciaires qui s'ouvrent? Parce que là, ce sont on va dire, ce sont des données, ce sont des enquêtes même qui sont livrées par les uns et les autres avec la bonne foi, donc avec la véracité. Après, si on ne peut plus les utiliser, ça contraint un peu l'affaire. De toute façon, en médiation, les pièces sont remises uniquement au médiateur. Ah, parce que là, tout le monde va se pencher vers la médiation d'abord pour pouvoir contraindre après l'autre partie à ne plus poursuivre l'affaire au niveau juridique. Non, si la médiation échoue, les parties ont le droit de recourir, de revenir en médiation si elles le souhaitent, autant de fois qu'elles le souhaitent. C'est ça aussi le charme de la médiation. Si elles ne veulent pas, elles saisissent le juge, mais elles ne diront pas au juge, on a dit ceci en médiation, on vient le dire. Faut pas. Mais oui, l'avocat le sait parfaitement parce qu'au cours du processus, le médiateur explique aux avocats ainsi qu'aux parties. Tout ce qui est dit reste dans cette salle et ne sort pas et ne doit pas être utilisé. Tout à fait. Un processus qui a quand même ses règles à respecter. Oui. Pour encore plus d'explications, pourquoi dites-vous à tous égards que la médiation est un processus gagnant-gagnant pour toutes les parties en conflit? Oui, la médiation est un processus gagnant-gagnant parce que vous ne verrez pas en médiation qu'une partie a eu tort et l'autre a raison, contrairement à l'action judiciaire où le juge tranche, déboute une partie, donne raison à une autre partie. Parce qu'ici, ce sont les parties qui se parlent. Tout est fait ensemble. Dans la communion, dans l'union, les parties avancent ensemble, parlent, se comprennent, font des propositions mutuellement satisfaisantes et trouvent un accord mutuellement satisfaisant. Donc, vous voyez que... Et le médiateur est là, justement, pour veiller à cela,
que les propositions qui seront faites, que l'accord qui sera conclu reflète l'exacte volonté des parties et que ça ne laisse ni l'une ni l'autre. Mais pourtant, quand on parle de conflit, il y a forcément quelqu'un qui a tort, quelqu'un qui a raison, quelqu'un qui a provoqué et l'autre qui a été la victime. En médiation, on ne recherche pas. Justement, on ne recherche pas les causes. Qui a fait quoi, qui a fait quoi. Oui. On vient pour que les parties s'expliquent. Et le médiateur est là pour jouer ce rôle, à amener l'autre partie à comprendre le pourquoi de l'ajustement de cette partie. Et en creusant, en posant des questions, en questionnant, pas comme un policier bien entendu, oui, mais c'est le fait, il fait émerger les sentiments profonds qui sous-tendent les actions de ces personnes-là. Et comme la médiation est un processus profondément humain, on se comprend par les émotions et les parties arrivent à comprendre la position de l'autre et puis le processus avance. Et là, c'est dans le meilleur des cas. Avec notre invité précédent, on parlait du sentiment d'impunité. Est-ce qu'au sortir des médiations, quand vous faites le ratio, vous qui êtes médiateur, vous pensez que les différentes parties se sentent satisfaites? Parce que, bon, finalement, il y a forcément un qui se sent lésé au bout d'un moment. Non, justement, ça ne doit pas arriver. Vous verrez en médiation, c'est ce qui est typique de la médiation. Des parties viennent fâchées, sont en conflit. Au début, elles ne se parlent pas, elles se regardent, elles font des mimiques. Et à la fin, ces parties vont main dans la main. C'est tellement beau. Oui. Main dans la main. J'ai eu une médiation où les parties sont montées dans la même voiture à la fin de la médiation. Alors qu'elles étaient fâchées, elles sont venues, elles ne voulaient même pas se voir. On a dû recevoir chaque partie dans des pièces séparées. Mais à la fin, les deux parties sont montées dans le même pied. Donc en médiation, on ne peut pas parler d'égalité, d'équité, mais plutôt d'équilibre. On parle d'égalité dans le traitement, madame, parce que si vous traitez une partie de telle façon, vous devez traiter l'autre de la même façon. C'est pourquoi on parle d'impartialité si justement les solutions trouvées le sont en équité et non en droit. Parce que si les parties ont voulu recourir à un médiateur et laisser le juge qui tranche en droit et qui ne peut que se conformer au droit, c'est que les parties ont envie qu'on tranche en équité, selon leurs besoins et intérêts. Bien sûr. Alors, ce que vous dites, c'est tellement intéressant et vous le dites avec le sourire lorsque vous parlez de partir en beauté. Pour nos populations, hein, on va venir un peu, avant de revenir à notre sujet, bien sûr, à quelques actions menées par la médiature. Comment faire comprendre à nos populations que c'est important d'incruster cette médiature-là, cette médiation, pardon, dans leur quotidien? Oui, cette culture, d'ailleurs, on l'avait déjà dans la tradition africaine, c'est ce qu'on appelait l'arbre à palabre, oui, que les uns et les autres ont pu moderniser aujourd'hui. Donc, on l'a en nous. De sorte que lorsque nous allons vers les populations pour sensibiliser, elles se retrouvent dans la médiation. Seulement, il y a encore quelques doutes, quelques suspicions, parce que beaucoup pensent que c'est un processus qui n'est pas légal. Or, c'est encadré par des dispositions légales. Il y a une loi et il y a un acte uniforme qui régit 17 États de l'Afrique. Je vous l'ai dit ici, de l'Afrique. 17 États, d'où l'acte uniforme depuis 2017. Donc, vous pouvez être ici, être en conflit avec un Togolais et la médiation se passe par visioconférence ou régler le problème. On n'a plus besoin de se déplacer forcément. Donc, nos populations doivent le savoir et l'inculquer dans leur culture. Et chaque fois qu'il y aura un conflit ou pour prévenir un conflit, ces populations-là doivent avoir le réflexe de recourir au médiateur. Alors, maître, c'est très bien. Et cette institution-là a toute sa place dans la société. On va prendre le cas typique de ce qui fait l'actualité avec, on va dire, les dernières nouvelles, comme quoi il y aurait des augmentations et tout ça. Il y a quand même des réactions de la population. À quel moment le médiateur peut être saisi, par exemple, pour faire la courroie avec le niveau, on va dire, avec l'exécutif, par la population? Parce que bon, c'est comme si c'était des doléances aussi qu'on pourrait formuler dans la médiation. Oui, à ce niveau-là, il y a une petite précision à faire. La médiation dont moi je parle, qui est la médiation professionnelle, qui est un corps de métier, se fait différemment de la grande médiature, la médiature que vous connaissez, la médiature institutionnelle. Oui. Et là, dans ce genre de problème, c'est la médiature institutionnelle qui est saisie parce que c'est une question de population, de cohésion sociale à grande échelle. Mais les usages sont un peu similaires ou les principes sont les mêmes. Le médiateur de la République aussi est tenu par les principes d'impartialité, d'indépendance. Ce sont les mêmes, mais c'est son domaine de compétence qui a été précisé par la loi. Nous, c'est pour ça que ce sont les parties qui nous payent, qui payent les honoraires, qui payent les frais de médiation. Là-bas, je pense que ce sont des fonctionnaires à paille entière, donc ça répond à un autre statut.
Alors, mais c'est la même action globalement. Bien sûr. Nous allons vous donner un autre cas. Vous allez nous dire, donner votre avis sur le sujet. Un propriétaire d'un bien immobilier à usage d'habitation ou professionnel voudrait récupérer son bien dans un délai raisonnable. Le locataire s'y oppose. Une médiation est-elle possible dans les meilleurs délais et à moindre coût qu'une action en justice? Oui, c'est des cas qu'on voit tous les jours. Hein. Un bailleur, un propriétaire qui veut reprendre son bien dans les meilleurs délais, un locataire qui s'y oppose pour telle ou telle raison, vous allez en justice, vous allez passer 5 ans de procédure. Il est possible de venir en médiation, qui saisit le médiateur. Là, c'est le bailleur qui a intérêt, saisit le médiateur, qui va se déporter vers le locataire pour porter l'invitation, pour venir à cette table-là, pour discuter, pour trouver un consensus. Pourquoi il ne veut pas partir, comprendre les raisons pour lesquelles il ne veut pas partir. Qu'est-ce qu'il propose, de sorte à trouver un accord qui arrange les deux parties. Et ce, dans un délai qui peut, de mon point de vue, ne peut pas excéder 3 mois. En moindre coût, oui, parce que les honoraires du médiateur et les frais de médiation sont maîtrisés dès le départ. Le coût est maîtrisé, les parties le savent. Lorsque vous rencontrez le médiateur, il vous dira, par exemple, 150 000 francs la séance. Vous savez, vous avez arrêté 3 séances, vous êtes sûr que vous paierez 450 000. Contrairement à l'action en justice. En plus, à l'action en justice, il y a les frais de greffe, il y a les huissiers, et ça n'en finit pas des procédures qui viennent se greffer. En médiation, le coût est maîtrisé par les parties. Elles savent combien elles vont payer et elles savent quand s'arrêter. Alors, Maître, vous nous avez parlé de l'aspect confidentiel lors du traitement d'affaires en médiation. On a envie de quand même s'introduire dans une salle de médiation avec vous et savoir généralement ce qui ressort de part et d'autre et comment vous arrivez finalement à un consensus. Pour un exemple palpable, j'ai envie de dire. Si j'ai bien compris, vous voulez venir avec moi à cette médiation? Oui, oui peut-être virtuellement. Mais là, voilà, dans l'imaginaire ici, vous pouvez nous introduire par la magie de votre, on va dire, de votre dextérité dans une salle. Comment ça se passe sans forcément citer des noms précis qu'on pourrait référencer? D'abord, pour le coup pratique. Voilà, pour le coup pratique. On n'a pas besoin de médiation, ne vous inquiétez pas, ici ça va. Le lieu est confidentiel. D'accord. Donc vous ne verrez pas qu'on a mis une salle de médiation. Le lieu est confidentiel, la porte est fermée, on accueille les parties, on les installe et le médiateur doit veiller à les installer de sorte qu'il n'y ait pas de risque parce que les parties viennent souvent fâchées. Et puis le médiateur détend l'atmosphère en disant aux parties d'être à l'aise, de se mettre à l'aise et que nous sommes là pour comprendre leur histoire, comme je dis, leur passé, leur présent et trouver des solutions qui viendraient d'elles-mêmes parce qu'elles sont mieux placées que quiconque pour comprendre ces solutions. Et les parties se détendent, le médiateur pose les principes et règles, les parties les adoptent. Et vous voyez, dans la salle, petit à petit, l'atmosphère se détend et vous voyez les parties qui sont détendues, qui parlent, qui ont confiance en leur médiateur parce que nous sommes à la même table et nous sommes proches, contrairement au juge qui est sur un piédestal. Et ça rapproche les choses. Ça crée une dynamique qui fait que les parties se lâchent et elles parlent. Et elles parlent. Et elles parlent, il ne faut pas les arrêter. Il y en a qui pleurent, il y en a qui crient. Tout ça, le médiateur doit pouvoir gérer ces émotions-là. Et puis, quand le moment vient d'arrêter, le médiateur sait comment il faut faire pour la reprise une prochaine fois. Et puis, on avance dans le processus avec même un tableau pour récapituler les problèmes que l'une et l'autre partie veulent voir traités et les solutions proposées. Et au bout de ce cheminement-là, on arrive dans ce futur-là, vraiment beau, où les parties elles-mêmes disent « je veux ceci, je veux cela ». Et le médiateur essaie de rapprocher les positions pour trouver la ligne médiane juste qui va satisfaire chacune et l'autre. Vous m'emmenez à vous poser une question qui sort un peu de notre questionnaire. C'est quoi les qualités d'un médiateur? Oui, c'est le profil d'un médiateur. Ce médiateur, il doit être patient. C'est un médiateur qui doit avoir une grande écoute. La grande écoute est très importante. Et ce n'est pas seulement l'écoute des yeux, mais l'écoute des oreilles, mais l'écoute des yeux. C'est-à-dire au moment où la médiation se passe, le médiateur doit être à même de comprendre que cette partie est en souffrance. Le médiateur doit comprendre cela. Ce médiateur-là aussi, il est charismatique. Il doit se faire accepter par les parties. Il n'impose pas, mais en même temps, comme il est le maître du processus, il arrive quand même à se faire respecter, mais pas à se faire craindre.
Donc c'est toute une alchimie et c'est pourquoi je disais que le médiateur doit être formé parce qu'il y a des outils de communication qu'il apprend au cours de cette formation qui lui permet de gérer un processus avant, pendant et après. Alors, de ces médiations-là émane quelque chose de fondamental, à savoir les émotions. Oui. Le médiateur est aussi un être humain avec ses émotions. Tout à fait. Comment faire la part des choses pour ne pas franchir la barre d'un côté ou d'un autre? Une très belle question et pertinente. Et ça arrive, vous voyez des médiations où le médiateur qui lui-même... commence à pleurer. Oui, tout à fait, et ça arrive. Il doit pouvoir canaliser, il pleure, il doit se lâcher. C'est un être humain, comme vous le dites, mais il ne doit pas manifester de la sympathie ouverte, en tout cas pour telle ou telle partie. Mais il a le droit de se lâcher, de se reprendre, de s'excuser auprès des parties, qui comprendront ce message, que le conflit même a dépassé le médiateur, de sorte que ces émotions ont émergé. Ça peut arriver. Et dans ce cas, on poursuit avec ce médiateur parce qu'on se dit, du coup, s'il a été aussi étreint par ces émotions-là, il peut balancer, son cœur peut balancer d'un côté. De toute façon, comme il ne juge pas, je vous ai dit, ce sont les parties elles-mêmes. En fait, il peut influencer. Il n'influence pas non plus. Il ne doit pas du tout influencer. Ce sont les parties elles-mêmes. Et les parties s'en rendent compte quand le médiateur veut influencer. Non, monsieur le médiateur, vous avez dit que c'est nous qui avons... nous contrôlons le processus, c'est nous qui avons la main mise sur le processus, c'est nous qui proposions. Donc vous êtes en train d'influencer et le médiateur s'excuse parce que ça peut arriver. Quelquefois, il y a une partie qui est de mauvaise foi, qui ne fait pas avancer le processus. Il y a un blocage. Et le médiateur, c'est un être humain, il sent que cette partie-là n'a pas envie d'avancer. Alors, il a la possibilité d'appeler cette partie de façon isolée, on appelle ça un aparté, pour dire, écoutez, monsieur ou bien madame, je sens que vous avez quelque chose à me dire, parce que le processus piétine de vous à moi. Avez-vous quelque chose à me dire? Et le médiateur, qui a cet outil de communication, va faire parler, va faire émerger ce qui est dans le cœur de cette personne-là, de sorte que ce blocage-là soit levé. Et ça marche. Alors, à vous entendre, on sent que vous êtes une véritable passionnée de ce que vous êtes en train de nous dire. Avant de terminer, il nous reste juste quelques minutes là, au point des avantages. Pourriez-vous nous dire aujourd'hui si véritablement la médiation est cet outil-là qu'il faut pour régler tous nos conflits dans notre société et puis à l'heure d'un désir ardent de réconciliation et de cohésion sociale? Oui, moi j'en suis convaincue. Et vous également, parce que vous savez que quand il y a un conflit ou bien pour prévenir un conflit, lorsque les parties se parlent, avec le temps qu'il faut, dans le respect mutuel, tout se passe bien. Il n'y a rien à dire parce que vous, avec ce ton, avec cet environnement, vous écoutez l'autre, vous vous portez vers l'autre. Et si vous écoutez l'autre, alors vous pouvez intégrer les besoins de l'autre. Et si vous avez intégré les besoins de l'autre, vice-versa, vous n'êtes plus loin de la solution. Donc c'est important. Les avantages, j'en ai cité plusieurs, c'est moins de temps, moins de dépenses, c'est fondé sur la volonté des parties, la confidentialité. Vous savez, les chefs d'entreprise, personne n'aime la publicité. Tout le monde, l'argent n'aime pas le bruit. Beaucoup d'avantages. En plus, il n'y a pas de voie de recours possible lorsque vous avez un accord de médiation. Et si l'autre partie ne s'exécute pas, vous recourez à une exécution forcée. Donc, il y a une garantie. Vous recourez à l'huissier, vous tombez dans l'exécution classique et l'huissier. Mais ce n'est pas ça qui est souhaité. Parce que lorsque l'accord même est conclu, les parties peuvent demander au médiateur de suivre l'exécution de l'accord. De sorte que quand il y a des couacs, les parties reviennent vers le médiateur pour dire « oui, on a signé, on est d'accord, mais l'autre n'exécute pas bien. Que faut-il faire ?» Le médiateur se met encore en branle, invite les parties et essaie de comprendre pourquoi ça ne marcherait pas. Peut-être en temps cette partie a perdu son travail, elle ne peut pas exécuter. Donc il y a un nouveau fait qui fait que les parties vont s'accorder sur un autre moratoire, ainsi de suite. Et la chose va bien se passer. Alors, Maître, vous nous avez parlé, on va dire, de la démarche même de la médiation, ses avantages et autres. Et en amont, on parlait de ce que ce sont des hommes aussi qui pratiquent la médiation. Donc, elles sont étreintes par de l'émotion ou par d'autres aspects. Vous avez aussi parlé d'argent qui circule.
et dans le cadre professionnel notamment. Est-ce qu'on n'a pas des fois une partie qui essaie peut-être de corrompre le médiateur pour tirer le drap de son côté? Ça n'a jamais existé, ou quand ça existe, qu'est-ce qu'on fait? Du coup, on interpelle la partie, on part au juridique pour pouvoir arrêter la médiation? Ça existe parce qu'une partie qui n'a pas bien compris le rôle du médiateur, qui pense que celui-ci a tous les pouvoirs alors que c'est elle-même qui a les pouvoirs, effectivement peut essayer de s'attirer les faveurs du médiateur, soit en lui donnant de l'argent ou bien même par sa présence, ou bien ce que nous on dit manipuler le médiateur. Le médiateur qui doit comprendre cela parce qu'il a une formation, va recevoir cette partie en aparté, parce qu'il ne faut pas recevoir cette partie devant l'autre pour perdre la face, pour lui dire, écoutez, je comprends votre petit jeu, vous voulez faire ceci. Et là, il y a une action un peu de délit, donc on ne dénonce pas? Non, pas encore. Vous n'avez pas passé la partie, peut-être n'a pas compris le rôle du médiateur. Et vous allez lui expliquer encore que c'est vous qui avez le pouvoir. Moi, je ne peux rien du tout. Je suis là pour stimuler les choses, pour faire avancer, pour faciliter. Le médiateur, c'est un facilitateur, le dialogue et tout, pour vous amener. C'est parce que je suis là, j'organise les réunions, je vous appelle, que vous vous sentez soutenu de part et d'autre. Merci beaucoup, madame. Tout à fait. Merci infiniment, Maître Adé, pour toutes ces informations-là, à savoir que la médiation a un large spectre d'intervention et il faut y recourir pour pouvoir au mieux régler nos conflits. Merci à vous d'être restés. Merci et puis excellente journée. Nous allons vous retrouver demain avec beaucoup de plaisir, Alix et Anjoal, pour Matin Bonheur sur la chaîne qui rassemble. Portez-vous bien, au revoir.